Platine Web t'emmène au cinéma. Je vous souhaite la bienvenue donc sur Platine Web TV, les infos. Voilà, donc la salle du Théâtre Verdière est totalement pleine. Nous approchons de 14 heures, enfin quand ça s'est passé donc, je vous rappelle que nous sommes lundi 4 juillet, date très importante. Et donc, vous êtes encore une fois les bienvenus. Allez, on va attendre que les personnes s'installent sur la scène, les intervenants s'installent sur la scène et on va partir effectivement pour cette leçon de musique autour d'Ennio Morricone avec Marco Morricone, son fils, qui sera en visioconférence. Il y aura Christian Carion et Jacques Cambra au piano et tout ça sera animé par Stéphane Le Rouge. Bonjour, bienvenue à cette leçon de musique qui est consacrée cette année, comme vous l'avez vu, à Ennio Morricone. Peut-être avez-vous découvert hier le magnifique documentaire de Giuseppe Tornatore, Ennio. Alors si ce n'était pas le cas, si vous n'avez pas vu le film, sachez qu'il sort après-demain en salle. La leçon de musique est, comme chaque année, construite et animée par Stéphane Le Rouge, qui est le concepteur de la collection discographique Écoutez le cinéma, qui compte aujourd'hui plus de 150 titres, et qui se donne pour mission de réhabiliter la mémoire musicale du cinéma. À ses côtés, donc, Christian Carion, qui est le dernier cinéaste français à avoir collaboré avec Morricone, ainsi que Marco Morricone. Alors Marco Morricone sera en visioconférence, puisqu'il a le Covid, malheureusement, et il sera traduit par Tatiana Tabourneau, qui est donc dans la salle également, et au piano, Jacques Cambra. Bonne rencontre. Merci Arnaud, je suis ravi de vous retrouver pour la rituelle leçon de musique. Je comptais présenter les invités, mais je viens de voir qu'Arnaud m'a complètement savonné la planche. Non, pour vous dire en deux mots, la venue de Morricone à La Rochelle était une sorte un peu de rêve, de fantasme, de chimère. On en a parlé à plusieurs reprises ces dernières années. Sauf que Morricone, vous le savez, était devenu une sorte de rockstar de la musique de film, qu'il se produisait dans des salles, des arènes de je sais pas, 7, 8, 9, 10 000 places, même en Russie, par exemple. Quand il faisait, par exemple, le Palais des Congrès à Paris, qui fait 4 000 places, pour lui, c'était une miniature. C'était le point-virgule. Donc, c'est vrai que, forcément, par rapport à ses prestations, les cachets étaient en conséquence. Et que l'idée de le faire venir à La Rochelle, je pense que sa venue, ça aurait été le coût, ça aurait été le budget global du festival. C'est-à-dire ça aurait été un festival qui se serait limité à une rencontre avec Ennio Morricone. Donc ça n'a pas eu lieu. Ennio Morricone, malheureusement, s'est envolé. Ça fait quasiment 2 ans, jour pour jour. Et c'est vrai que la conjonction à la fois de la symbolique de cette 50e édition du Festival de La Rochelle, du FEMA, et puis, évidemment, comme le disait Arnaud, le film de Giuseppe Tornatore nous ont donné l'idée de mettre sur pied cette rencontre hommage à Ennio Morricone. Vous savez que, bon, voilà, vous avez vu le film hier soir. Tout le monde a vu le film, d'ailleurs, ou pas? Et s'il y a quelques personnes qui n'auraient pas vu le film? Alors, j'entends le distributeur du film, le Pacte, au premier rang, qui dit « Ça tombe bien, ils iront le voir mercredi en salle ». Écoutez, vous verrez ce film qui est un tourbillon. C'est un film qui ne raconte pas une vie, c'est un film qui raconte un destin. Parce que Morricone, c'est quelque chose d'absolument stupéfiant. C'est une filmographie monumentale, luxuriante, pléthorique. Voilà, la dernière fois, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une quinzaine de fois. Au dernier rendez-vous, je lui ai dit naïvement, Ennio, vous avez mis en musique 500 films. Il m'a dévisagé derrière ses gros hublots carrés. Il m'a dit non, 523, soyez précis. Et c'était un peu un examen de passage quand vous étiez devant lui. Vous savez que ce physique un tout petit peu
Il ressemblait beaucoup au comédien Jacques François. Il vous dévisageait, vous passiez un peu vraiment, il y avait une sorte de quelque chose qui tenait de l'examen de passage face à lui. En tout cas, voilà, donc on a eu l'idée de mettre sur pied cette rencontre pour raconter Morricone, à la fois pour ceux qui n'ont pas vu le film et pour ceux qui l'ont vu, d'aller peut-être un peu plus loin, avec les 3 invités donc, que Arnaud vous a précisé, Jacques Cambra au piano, Christian Carillon qui va nous rejoindre dans 15 minutes, et nous voulions avoir donc Marco Morricone, il est covidé, mais il est avec nous en direct de Rome, et je vais demander à Tatiana tout de suite, on peut l'applaudir. Tatiana va être la voix française de Marco Morricone. Tu prends un micro. Et on va essayer tout de suite de voir si la visio fonctionne. Marco, dove sei? Ciao, bonsoir. Je suis ici. Tu es là? Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. On t'applaudit. Excusez-moi, mais j'ai eu le Covid. Je n'ai peut-être ici avec vous. J'espère que c'est la meilleure solution pour tous. Oui. Mais ti senti meglio? Sì, sto meglio, grazie. Il va bien. Però è bene che io stia riguardato a casa perché è molto facile il contagio. Et heureusement que je reste à la maison puisque ce serait assez facile de le passer à d'autres personnes. Ouais. Alors, Marco, Tatiana va te traduire. Ton père a mis en musique 523 films. Quelle était son hygiène de vie pour arriver à supporter, à tenir les délais d'écriture et comment il gérait le temps d'écriture? Allora, intanto Vas-y, traduis. veramente ha scritto 500 e qualcosa colonne sonore di film, ma ha scritto di altrettanta e di altrettanto valore quella che papà chiamava musica assoluta. Ha scritto circa 150 pezzi di musica assoluta. E come lui poteva comporre, questo è tutto figlio del suo percorso di studi e di vita. Il suo percorso è stato estremamente rigoroso, pur svolgendo un lavoro creativo, profondamente creativo, e queste anime che convivevano dentro di lui facevano sì che poi esplodessero nella scrittura della musica. La sua vita quotidiana era estremamente normale. Si alzava al mattino molto presto, che aveva bisogno di uno spazio assolutamente proprio, suo, per riflettere. Faceva la sua ginnastica, faceva le sue letture dei quotidiani e poi iniziava a scrivere. Vas-y, Tatiana. Lui è scritto... Va andate avanti, scusami. Prego. No, io vado, non mi fermo più. Va benissimo lo stesso. Alors, donc mon père a évidemment écrit la bande originale de plus de 500 films, mais il a tout autant écrit de ce qu'il appelait la musica assoluta, la musique absolue. Et là, on parle de plus de 550 morceaux. Et toute son œuvre est le résultat d'un parcours, autant dans ses études que dans ses relations très rigoureux, où il a développé une forte créativité qu'on retrouve, qui explose dans son écriture. Alors après, il menait une vie quotidienne assez lambda, assez normale, c'est-à-dire qu'il se levait très tôt le matin pour se préserver un espace tout à lui. Il avait ses moments de gymnastique, et puis il lisait les journaux, et en second temps, il se mettait à écrire. Mais est-ce qu'il cloisonnait, Marco, est-ce qu'il cloisonnait sa vie professionnelle de sa vie familiale? Est-ce que vous, les enfants, et toi notamment, le fils aîné de Morricone, vous aviez des rapports avec les cinéastes? Est-ce que tu as assisté à des séances de travail avec des cinéastes ou même à des séances d'enregistrement de ton père? Allora, la sua vita quotidiana è estremamente rigorosa. Scriveva la musica, andava negli studi di registrazione e la andava a registrare. La sua vita professionale viene
sposata, diciamo, con la vita di famiglia, papà aveva uno studio a casa, ha sempre lavorato a casa, non ha avuto degli studi, uno studio fuori, usciva lo stretto indispensabile per andare a registrare e per andare a fare i montaggi. Ma il resto era un lavoro quasi papà si definiva un artigiano, nel senso che lui si sentiva uno scrivano, un artigiano, in cui scriveva la musica e la doveva proporre, registrare e farle intraprendere il suo percorso. À toi. Alors, comme je le disais, mon père avait une rigueur assez monumentale. Et donc, il se rendait évidemment au studio pour enregistrer, mais il arrivait à concilier sa vie personnelle et professionnelle en ayant son propre lieu de travail, son bureau, une forme de studio à la maison. Et il allait en sortir uniquement avec le strict minimum pour les enregistrements. Il se considérait comme un artisan. Son travail était vraiment très proche d'une approche artisanale. Et son écriture, l'écriture de ces morceaux qu'il allait proposer, reflète finalement tout ce parcours et toute cette approche artisanale. Mais demande-lui, quels sont vraiment les cinéastes avec lesquels il a assisté aux sciences de travail et aux enregistrements, précisément? Oui, à Marco, vas-y. Allora, c'era una domanda particolare se lei ha avuto l'occasione di incontrare registri, di poter assistere a registrazioni in studio, di avere diciamo un accesso al suo lavoro, ai momenti professionali della sua vita. Allora, inevitabilmente con taluni registi c'erano anche dei rapporti personali di famiglia, tipo con Sergio Leone evidentemente, con Tornatore e con parecchi altri. Inevitabilmente in qualche maniera per brevi o lunghi periodi, più o meno lunghi periodi, entravano a far parte della nostra realtà evidentemente, perché si incontravano con papà, dovevano studiare le immagini, vedere dove occorreva musica, dove non occorreva, e questo evidentemente entravano in un momento e poi inevitabilmente ognuno riprendeva la propria strada, a parte Sergio e Giuseppe Tornatore, con i quali evidentemente c'è stato un rapporto anche personale. Vas-y. Donc, alors, bien évidemment, il y avait des rencontres et la vie personnelle pouvait se mêler à la professionnelle, et notamment avec des réalisateurs comme Sergio Leone ou Tornatore, où ils ont pu avoir des incursions dans notre vie privée, ils avaient des relations très amicales, et ils pouvaient même passer à la maison lorsqu'il était question d'étudier les images, de réfléchir au moment où poser de la musique. Mais ça, avec d'autres réalisateurs aussi, il y avait des brèves incursions. Mais c'est surtout avec Tornatore et Sergio Leone qui a pu avoir des rencontres et des rapports prolongés dans le temps. Alors vous savez, j'ai demandé, pour préparer cette rencontre à La Rochelle aujourd'hui, j'ai demandé à Marco de choisir un extrait d'un film, d'un des 523 fameux films de son père. Et tu choisis une séquence qui te tient particulièrement à cœur pour des raisons personnelles intimes. Voilà, tu as carte blanche. Et Marco a choisi une séquence d'un film qui est... C'era una volta in America, quando De Niro dice sono andato a letto presto. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas le français, mais en fait, il est là derrière et il capte tout. C'est absolument diabolique. Alors, je vous propose qu'on regarde cette séquence, qu'on l'écoute, et après, juste après avoir visionné la séquence, Marco va nous dire pourquoi il a fait ce choix. On appuie sur play. Lecture peut-être. Alors je vais vous mimer la séquence finalement, à défaut. Après Tatiana va la danser. Oui.
Voilà la magie de l'écriture de Morricone, formation de 40 cordes et le timbre sublime en lévitation de la soprano qui a accompagné Morricone pendant 35 ans, 40 ans, Eda Del Orso. Je me suis juste permis de chanter la fin de l'extrait parce que le morceau qui suit, Amapola, est un standard des années 20 qui n'est pas de Morricone, donc j'ai coupé. Marco, pourquoi as-tu choisi spécifiquement cette séquence-là? Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? Quella scena significa un sacco di cose. Significa la solitudine di una persona a cui è stata rubata la vita, che si identifica con papà perché non gli è stata, per carità, rubata la vita, ma era terribilmente solo perché purtroppo, non sta a me dirlo, lo dico con onestà, le persone che vivono un'altra dimensione sono sole e la solitudine spesso fa paura. E questa sequenza mi fa vedere quasi Papà e De Niro così soli, così alla ricerca dell'approfondimento della loro anima e delle loro anime. Ecco, per questa ragione soprattutto. Donc alors, cette scène, cette séquence représente énormément de choses, mais principalement cette question de la solitude. La solitude d'un personnage à qui la vie a été volée. Et on retrouve avec De Niro, il y a une forme d'identification avec mon père. Et c'est avec une réelle sincérité que je retrouve cette autre dimension de la solitude. La solitude fait peur, mais c'est une séquence qui montre quand on appartient à une autre dimension de la vie professionnelle, quand on arrive à un certain niveau, on vit nécessairement à travers la solitude. Et cette séquence montre ces deux hommes qui se sont donc connus, montre leur solitude et la recherche qu'ils ont menée au plus profond de leur âme. Ce qui est très beau, c'est que lorsque Morricone est venu à Paris pour la dernière fois, c'était fin 2018. Marco était d'ailleurs présent, il accompagnait son père. On avait organisé la veille du concert d'adieu de Morricone en France, une rencontre à la Cinémathèque. On a montré un autre extrait d'ailleurs d'Il était une fois en Amérique, et j'étais à côté du père de Marco, il était là, et pendant l'extrait d'Il était une fois en Amérique, ses yeux se sont embués de larmes, et il a dit au public, pour moi c'est ma collaboration la plus aboutie avec Sergio Leone, parce que c'est un film dans lequel les exagérations, les outrances un peu stylistiques des premiers films ont disparu. C'est un film plus crépusculaire, plus automnal. C'est une forme de recherche du temps passé et dépassé, presque proustienne ou modianesque, si on veut. Et ce film-là me touche plus que les autres, parce que aussi, c'était le chant du cygne de la collaboration de Leone et de Morricone, mais qui ne le savaient pas. Leone devait faire d'autres films par la suite, mais il est mort très jeune, de façon totalement prématurée. Donc ils ont fait leur dernier film sans savoir que ce serait leur dernier film. Marco, est-ce que tu veux qu'on te fasse écouter quelque chose que tu ne connais pas, un pianiste qui est plus qu'un pianiste qui devant un piano, un clavier, est une pieuvre? Vuole scoprire un nuovo pezzo, un pezzo che lei non conosce, da un pianista che veramente ha delle mani che sembrano un octopus. Bene, volentieri, grazie. Avec plaisir. J'aime son enthousiasme. Hein. Alors ce pianiste, Grazie il per est là. l'enthousiasme. C'est Jacques Gambra. Jacques, applaudissez-le. Jacques a choisi un thème de Sergio Leone, et pas n'importe lequel. Il l'a choisi librement pour clore cette séquence Leone. Après Il était une fois en Amérique, on va prendre la filmographie de Leone Morricone à rebours. Tu nous expliques ce que tu as choisi, Jacques? Ouais, le premier. Alors. Cheyenne.
Oui, oui. Attendez, vous entendez Jacques ou pas? Oh, micro. Merci. Oui, je disais, il y a parfois, quand on écoute de la musique, des thèmes qui paraissent très simples. Voilà. Et quand on commence à les travailler, on sort des couches comme ça, et c'est le cas avec le... c'est pour ça que j'ai choisi ce thème, le thème des Cheyennes, parce que il paraît tout simple comme ça, et quand on le développe, en fait, alors je crois que j'ai trouvé deux, trois éléments qui m'ont fait comprendre en fait pourquoi j'aimais autant ce thème. C'est en fait une conjonction entre une harmonie qui est complètement lisse et un thème pointé. En fait, les deux choses rentrent comment dire, en concurrence, et ça donne quelque chose que je trouve moi personnellement d'extraordinaire. Voilà. Et Cheyenne est le thème du personnage de Jason Robards dans un film que vous connaissez peut-être qui s'appelle C'era una volta il West. Il était une fois dans l'Ouest. Peut-être vous connaissez. Et du coup, c'est un peu une évocation en fait, parce qu'il y a des images. Enfin bon, je veux pas être long, mais On y va.
Merci Jacques. Merci Jacques. À tout à l'heure. À tout à l'heure Jacques pour la suite, pour le deuxième. Une dernière question. Marco, qu'as-tu pensé de cette relecture totalement originale et iconoclaste de Cheyenne? Cosa ha pensato di questa rilettura molto particolare di questa tematica dei Cheyenne che è proprio famosa? Molto, molto bella e interessante. J'ai È trouvé molto très- bravo il pianista. J'ai trouvé particulièrement belle et intéressante, et en tout cas le pianiste est très talentueux. Io, se mi era permesso, volevo fare una serie di considerazioni. Si vous me le permettez, j'aimerais émettre quelques commentaires. E vorrei distinguere la persona dal personaggio. Mi spiego meglio. Papà ha composto, ripeto, tanta musica sicuramente e di, presumo, buon livello. Ma la persona, il carattere della persona è il genitore dei risultati del lavoro. Il carattere della persona, che era una persona estremamente curiosa, lo portava ad andare oltre, sempre, e cercare perennemente di migliorarsi un po'. Se vuole tradurre, poi vado avanti. Je voudrais tout d'abord faire un distinguo entre ce qu'il était, ce qu'il incarnait, sa personne, et le personnage qu'il avait également créé autour de lui. Son caractère, qui était particulièrement curieux, on peut vraiment considérer que c'est le géniteur, le père de tout son travail. Donc son caractère, sa curiosité, le poussait à aller toujours plus loin, à s'améliorer et à rechercher toujours plus. Mais Marco, Sì. tu m'entends? Tu sais, il faut qu'on accueille très vite notre ami Christian Carillon. Et donc moi j'ai une dernière question très importante. Est-ce que tu encourages toutes les personnes qui sont dans la salle, pour en savoir plus sur ton père, à aller voir mercredi en salle le documentaire de Giuseppe Tornatore, Ennio, qui sort mercredi, après-demain? Tu encourages? Adesso dobbiamo accogliere Cristo Carion, però vorremmo sapere se secondo lei merita e si potrebbe incoraggiare il pubblico ad andare a vedere il documentario Ennio di Tornatore. Io posso incoraggiare ad andare a vedere il documentario Agno per una ragione, per una serie di ragioni. Intanto la professione la si conosce, la si è conosciuta, e anche la vastità di quanto è stato scritto. Quello che non si conosce meno, perché papà era piuttosto burbero o meno, amava comunicare in una maniera diversa. Lì esce fuori il carattere della persona e la sensibilità della persona. Quindi esistevano tutta una serie di anime dentro di lui, anche in contraddizione tra loro. Il fatto di essere burbero ma sensibilissimo, il fatto di essere anche con un animo molto infantile ma essere una persona adulta, il fatto di fare un lavoro creativo, il fatto di avere molto rigore nella vita, il fatto di sapersi comunque rinnovare e tentare di rinnovarsi sempre. E conoscere l'uomo, che è la cosa forse più affascinante e più complessa, perché l'uomo, al di là della professione che una persona fa, è quello che riesce a trasmettere anche nei lavori, anche le persone che fanno lavori più umili e non creativi. E in questo caso è sicuramente un lavoro creativo, ma la capacità di arrivare, di toccare l'animo delle persone, non dopo aver toccato il proprio e aver raschiato in fondo al proprio, è una cosa che
secondo me il documentario lo spiega bene. Tatiana, tu as 1 minute pour traduire. Alors s'il y a bien une raison qui pourrait motiver le public à aller voir le documentaire, c'est que son œuvre, oui, elle est connue, on connaît le personnage, on sait l'ampleur de tout son travail. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est son caractère et sa pudeur, toute sa sensibilité. Et ce documentaire permet d'avoir un accès à différentes facettes de ce qu'il caractérisait, notamment l'aspect enfantin qui allait nourrir sa créativité. On voit également dans toute la dimension, il a pu renouveler son travail. Ce documentaire permet donc de connaître l'homme, au-delà de son œuvre, dans toute sa complexité, dans tout ce qui pouvait être fascinant et la transmission qu'il peut y avoir suite à tout son travail. Alors oui, c'était un homme créatif, un travail créatif, mais c'est surtout un documentaire qui touche à son travail dans la mesure où il a pu toucher l'âme d'un public et de plusieurs publics. Voilà pourquoi ce documentaire vaut le coup. Molte grazie Marco per questa intervista. Merci à toi Marco d'avoir été avec nous. Grazie. Merci. À très vite. Merci Tatiana. Merci. Et on va accueillir tout. On l'applaudit aussi. Ouais.